Je suis philosophe de formation. J'ai donc fait des études de philosophie à Paris et j'ai enseigné longtemps en lycée la philosophie. Et puis, il se trouve, ce sont les hasards des mutations, que j'ai été nommé en école normale d'instituteur. Ça s'appelait à l'époque école normale d'instituteur, autant dire que ça n'était pas hier. Hein. Et là, je me suis trouvé devant un public nouveau et des tâches nouvelles, puisque j'avais affaire à des étudiants, plus exactement des stagiaires, qui venaient de passer le concours d'instituteur, qui se passait à l'époque après le bac, et il fallait leur donner une formation professionnalisante. Et la question étant, qu'est-ce qu'un professeur de philosophie peut donner comme formation professionnalisante à des futurs instituteurs ? Puis l'école normale est devenue l'IUFM. Entre-temps, j'avais passé une thèse de philosophie à Nanterre. Quand je me suis trouvé donc professeur d'école normale puis professeur d'IUFM, j'ai passé une deuxième thèse, mais qui est constituée en une bifurcation par rapport à mes intérêts philosophiques initiaux, puisque c'était une thèse d'histoire de l'enseignement que j'ai fait autour de l'enseignement des sciences à l'école primaire au temps des réformes de Jules Ferry, à la fin des années 1880, et que j'ai fait sous la direction de Claude Lelièvre. J'ai passé cette deuxième thèse, et puis entre-temps, grâce à la première thèse, je suis devenu universitaire, maître de conférences, et depuis, j'ai deux parcours parallèle en quelque sorte, un parcours philosophique d'origine auquel je suis resté quand même fidèle, où je réfléchis sur un certain nombre de questions, notamment liées à la philosophie morale et à la philosophie politique. À cet égard, j'ai eu l'occasion de coordonner le groupe qui était chargé auprès du Conseil supérieur des programmes de concevoir le premier programme de MC en 2015, et à cette aussi toujours dans la lignée de ce parcours, j'ai beaucoup travaillé autour de la laïcité, mais j'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Et puis j'ai une deuxième casquette de recherche en quelque sorte, qui est la casquette histoire de l'enseignement, histoire de l'enseignement du 19 et du 20e siècle. C'est une question complexe, parce que les auteurs, il y en a beaucoup, et comme je viens de l'expliquer, ma formation ou mon parcours est double. Et il y a d'abord ma formation philosophique. Alors si je dois parler de ma formation philosophique, je dois dire que j'ai particulièrement lu, médité un certain nombre d'auteurs, qui m'ont fait réfléchir et avec lesquels je continue de penser. Il y en a d'autres que j'ai lus, mais avec lesquels je ne pense pas. Hein. Mais je pense, alors ceux avec lesquels je pense, c'est notamment Hume, David Hume au XVIIIe siècle, et tout ce qui se situe un peu dans la postérité de David Hume, en termes, disons, de philosophie analytique anglo-saxonne, qui m'ont beaucoup fait réfléchir philosophiquement. Sur le plan de l'histoire, évidemment, j'ai été très marqué par la lecture des travaux d'Antoine Pro, des travaux aussi de mon directeur de thèse, Lelièvre, avec lequel j'ai pas toujours été d'accord, et nous avons eu des discussions tout à fait passionnantes à cet égard. Et puis par ailleurs, je dois dire que dans mes lectures personnelles, j'attache une très grande part à la littérature. Voilà, pour moi c'est quelque chose de très important, et j'ai tendance à considérer que la littérature peut me faire penser le monde parfois mieux et même plus précisément que la philosophie elle-même. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, quand je me suis trouvé professeur en école normale,
j'ai eu à réfléchir sur la question des objets de mon enseignement auprès de jeunes qui n'étaient plus des élèves passant leur baccalauréat, et donc il y avait un programme de philosophie, mais qui étaient des futurs instituteurs. Il fallait que je trouve quelque chose qui puisse effectivement susciter leur réflexion et leur être utile professionnellement en tant qu'instituteur. À l'époque, ça s'appelait des instituteurs. C'était avant, peu de temps avant que cela devienne des professeurs des écoles avec la réforme Jospin. La question de la laïcité était une question qui est arrivée relativement facilement dans ces conditions à mon intérêt, si je puis dire. Il faut savoir que je vous parle d'un temps qui se situe entre 1985 et 1989, 90, c'est-à-dire la fin des écoles normales et le début des UFM. 1985-1989, c'est un contexte intellectuel d'une part marqué par une querelle sur l'école, assez importante, initiée par un certain nombre de pamphlets qui jugeaient extrêmement sévèrement la façon dont, à leurs yeux, l'école était en train d'évoluer, en renonçant notamment, c'était leur thèse, aux missions d'instruction. Et le deuxième élément marquant du contexte intellectuel, c'était les premières affaires du foulard islamique. Puisque la première affaire du foulard islamique, c'est novembre 1989. Enfin, c'est là où c'est le moment où ça a éclaté. L'affaire avait commencé dès la rentrée 89. Dans ces conditions, ces deux débats publics étaient d'ailleurs très fortement interconnectés, et ceux qui dénonçaient ce qui à leurs yeux était un devenir délétère de l'école étaient en même temps ceux qui s'opposaient beaucoup à l'expression de la diversité, notamment de la diversité religieuse dans les établissements scolaires. Et évidemment, un formateur d'enseignants à l'époque, qui plus est philosophe, ne pouvait qu'être concerné par ça. Comme par ailleurs j'avais de l'intérêt pour la philosophie morale et politique, je me suis emparé assez naturellement de ces questions-là. Et donc j'ai commencé à travailler sur la question de la laïcité, disons à la fin des années 1980, et depuis je n'ai cessé. J'ai eu, avant le livre qui lui est sorti, le livre récent, Quelle laïcité voulons-nous, qui lui est sorti il y a peu de temps, puis il est sorti en 2023, mais il y en a eu un autre avant, qui s'appelait Idées reçues sur la laïcité, qui a été publié aux éditions du Cavalier Bleu, et puis il y a eu beaucoup d'articles, d'interventions, de colloques, et également de polémiques publiques, parce que j'ai été amené sur cette question, effectivement, à signer ou co-signer des tribunes prenant position pour une certaine forme de laïcité, j'y reviendrai sans doute, contre d'autres formes de laïcité avec lesquelles, enfin, en tout cas que je jugeais discutables. Alors, pour comprendre ce qui a suscité l'écriture de ce livre, il faut partir de la querelle qui existe sur la question de la laïcité en France. En France, il y a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde est d'accord sur le principe de laïcité. Il n'y a plus de parti anti-laïque, ce qui était encore le cas à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et même pendant la première moitié, qu'on songe à l'Action française, par exemple. Mais si tout le monde est d'accord sur le principe, personne n'est d'accord sur son sens. Il y a consensus sur le fait ou sur le principe et dissensus sur le sens. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement la laïcité est l'objet d'un débat, d'une confrontation qui peut être d'ailleurs parfois et souvent même assez vive. Alors il faudrait caractériser cette confrontation. Il y a ceux qui se disent universalistes, je dis bien qui se disent universalistes, parce que il n'est pas sûr qu'ils aient le monopole de ce qualificatif, en tout cas qu'ils l'aient légitimement, et qui pensent que la laïcité, c'est au fond l'acceptation de tous,
dans la mesure où les différences par lesquelles les individus s'opposent sont mises entre parenthèses. D'où l'idée d'une neutralité de l'État, d'une séparation des églises et de l'État, qui fait que nous sommes tous des citoyens, quelle que soit notre appartenance religieuse, notre croyance ou notre non-croyance. Et puis, il y a, je schématise bien évidemment, je suis malheureusement obligé de schématiser, mais il y a ceux qui, au contraire, pensent que une démocratie pluraliste comme la nôtre peut et même doit faire sa place à la diversité et à une certaine forme de reconnaissance de cette diversité. Ce qui ne remet pas du tout en cause la neutralité laïque de l'État, mais qui fait que la laïcité devient, ou la neutralité qu'elle implique, devient une obligation de l'État, mais uniquement une obligation de l'État et pas du tout une obligation des individus. Alors, pour continuer à schématiser, je me situe dans le second camp, si je puis dire, la seconde catégorie. Et je définirais très volontiers la laïcité comme le moyen les moyens institutionnels ou un moyen institutionnel que peut trouver une démocratie pour régler et réguler plus exactement la question du pluralisme religieux dans une société démocratique. Alors, il se trouve que dans ces deux camps, il me semble que le premier des deux, celui dont je parlais tout à l'heure, ceux qui se nomment universalistes, représente le courant qui est largement le plus représenté dans l'opinion publique. C'est le courant mainstream, si j'ose parler de cette façon-là. C'est en général des représentants de ce courant qui sont invités dans les médias, ils ont pignon sur rue, leurs livres se vendent en général assez bien, ils ont des soutiens politiques assez forts. L'autre courant que j'ai tendance à représenter, qui représente au fond une approche plus libérale de la laïcité et plus sensible au caractère démocratique qu'elle doit représenter, au sens donc de la reconnaissance du pluralisme, est assez bien représenté dans le monde universitaire, mais beaucoup plus confidentiel sur le plan médiatique. Et il m'est apparu que ce livre pouvait servir à rendre un peu, c'était son ambition, pouvait servir à rendre peut-être un peu plus claires les positions qui sont celles d'une laïcité libérale, de répondre à une certaine type de caricature dont cette interprétation libérale peut être l'objet, et de montrer notamment que cette interprétation libérale peut se réclamer elle-même parfaitement de la République et de l'universalisme de la citoyenneté. Donc voilà quelle est essentiellement mon intention. Alors cela passe évidemment par des analyses qui sont des analyses historiques, notamment une analyse, mais qui n'est pas d'une originalité folle en ce qui me concerne, enfin celle que j'ai faite en tout cas, qui est une analyse, comment dirais-je, de la loi de 1905, de son sens, de sa signification, de ce qu'elle signifie, une analyse aussi de ce que, il me semble, les lois sur la laïcité ou qui mettaient en cause la laïcité ou qui impliquaient la laïcité à partir de 2004 et de la loi sur les signes religieux à l'école correspond à un tournant, ou à ce qu'un de mes collègues, Jean Bobéro, appelle même un dévoiement ou une falsification de la laïcité d'origine. Et j'ai essayé de défendre donc cette idée qui est souvent caricaturée et de montrer au fond que la laïcité pouvait, comment dirais-je, qu'elle pouvait être complètement défendue tout en faisant absolument droit
l'expression de diversité, et qu'il était absolument... il était problématique qu'un tournant de la laïcité qu'on repère à partir des années 1990, 2000 et qui s'exprime dans la loi à partir de 2004, et puis toutes les autres lois qui ont suivi par la suite, ont ceci de problématique à mes yeux, qu'elles correspondent plutôt à faire de la laïcité non plus un principe de liberté, ce qu'elle était originellement, me semble-t-il, mais plutôt un principe d'interdiction et de contrôle des conduites. Voilà la thèse essentielle que j'ai voulu développer, alors que je développe sur un plan historique, en analysant la loi de 1905, mais aussi sur un plan philosophique, en m'inspirant notamment des catégories de la philosophie politique de John Rawls. Alors, ce qu'il faudrait faire pour faire avancer les choses dans le sens de mes idées, c'est une question fort difficile, à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir une réponse. En revanche, j'ai une certaine idée des obstacles qui peuvent exister pour que ces idées soient mieux comprises, ou tout au moins comprises et débattues de façon plus sereine. Et il me semble que un des obstacles majeurs, et d'ailleurs, je commence mon livre « Quelle laïcité voulons-nous » sur cet obstacle, c'est ce qu'un sociologue anglais, Stanley Cohen, a appelé la panique morale qui est suscitée, en l'occurrence, par la laïcité. Il a forgé le concept de panique morale à propos d'autres choses, mais on peut très bien l'appliquer sur la question de la laïcité. La panique morale, c'est, d'après Stanley Cohen, la surréaction d'un groupe à ce qu'il ressent comme une menace existentielle. Il me semble qu'on est tout à fait dans ce cas de figure, ou très souvent dans ce cas de figure, à propos de beaucoup des débats sur la laïcité. Ou des questions comme la façon de s'habiller, sur la question des prières, sur la question des orientations religieuses qui s'expriment davantage de façon peut-être plus radicale, ou tout au moins plus affirmée, et l'objet relayé par les médias de cette panique morale, c'est-à-dire où on finit par croire que le monde dans lequel on vit est menacé par ces manifestations. En 2002, un livre collectif est paru, il a eu un assez fort succès de librairie d'ailleurs, s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Et les territoires perdus de la République expriment tout à fait cette façon de surréagir à des questions religieuses, dont je ne dis pas qu'elles ne posent pas de problème, et quand elles arrivent notamment dans des établissements scolaires, il faut les régler, mais qui empêchent notamment dans les établissements scolaires de les régler pédagogiquement et éducativement. C'est-à-dire que la première réaction que l'on a lorsque il y a ce qu'on appelle très significativement des atteintes à la laïcité, c'est la réponse en termes de signalement, c'est-à-dire en termes finalement administratifs, répressifs et littéralement policiers. Et là, il y a quelque chose, effectivement, qui fait que tous ceux qui essayent de porter une autre conception ou un autre discours sur la laïcité sont pris, en quelque sorte, dans les tenailles de cette panique morale et ont tendance à passer pour les idiots utiles de l'islamisme radical. Et effectivement, ça tue dans l'œuf toute discussion. Il y a, c'est le paradoxe, je le disais tout à l'heure, un débat entre deux conceptions de la laïcité, mais le paradoxe des paradoxes, c'est qu'il ne peut pas y avoir de confrontation entre ces deux conceptions, puisqu'au fond, l'une est d'emblée perçue par l'autre comme étant une entreprise de subversion de la laïcité. Et il y a là quelque chose qui me semble très préjudiciable au débat démocratique lui-même.